Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on va être ensemble pendant une demi-heure pour parler de réseaux sociaux et on va tenter de répondre à cette question. Social media est-ce plutôt un terrain de jeu ou d'enjeu? Donc pour se présenter rapidement, on vient toutes les deux de l'agence Tribu, donc qui est une filiale de MV Group spécialisée dans le social media. Je t'en prie. Donc moi, c'est Tamara Guyon-Riera, enchantée. Je suis team leader social media, donc je gère une équipe de community manager et social media manager chez Tribu. Et moi, c'est Sarah Le Breton, je suis social media manager chez Tribu également. Et donc, j'accompagne des marques et des community managers au sein de l'agence pour l'animation de leurs pages sur les réseaux sociaux. Donc, pour commencer déjà, en 2024, quels sont les chiffres clés sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, les Français passent en moyenne 1h48 par jour sur les réseaux. Je ne sais pas si pour vous, ça vous semble beaucoup ou pas par rapport à votre propre consommation, mais c'est la moyenne en 2024. Et les raisons pour lesquelles les Français sont sur les réseaux sociaux, en 4e position, on a le fait de consulter du contenu de marque. On a avant, en première position, la volonté de garder du lien. En 2e position, la volonté de s'informer et en 3e, de se divertir. Donc, en voyant que la consultation de contenu de marque arrive en 4e position, on voit quand même que c'est hyper important pour les entreprises et les marques d'être présents sur les réseaux. Et peu importe d'ailleurs les réseaux, parce qu'au final, on pourrait penser que c'est surtout Facebook ou Instagram, mais on verra qu'en fonction des objectifs et de vos cibles, il y a différents réseaux sur lesquels vous pouvez les trouver. Car aujourd'hui, un utilisateur français est présent sur 5,5 plateformes par mois. Donc, comme je disais, ça peut être Facebook, Instagram, mais pas que. Et vous, justement, est-ce que vous y êtes ? Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de savoir, est-ce que vous êtes sur plus de 5 plateformes ? Est-ce que vous êtes tous, est-ce que parmi vous, qui a plus de 5 comptes sur les réseaux sociaux ? Et j'intègre aussi WhatsApp dedans et Messenger, différents de Facebook. Voilà, je me disais bien que ça montait. Voilà, donc en perso. Donc, c'est QFD. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, 82% des entreprises estiment que les réseaux sociaux sont essentiels, soit pour augmenter leur compétitivité, ou au moins pour se maintenir. Et au niveau du contexte, actuellement, on a un contexte qui est très mouvant, des acteurs qui se multiplient, des algorithmes qui font leur loi, et du coup, un nouveau rôle pour les marques, avec déjà une frontière de plus en plus mince entre cette volonté d'information, mais aussi cette volonté de divertissement. Donc ça oblige les marques aujourd'hui à adopter les codes de l'entertainment. Et en même temps, on a aussi une proximité, un besoin de proximité de plus en plus fort entre les internautes et les marques. On peut le voir de plus en plus, par exemple, avec les internautes qui interpellent beaucoup plus facilement les marques et qui vont aller sur les réseaux sociaux pour poser des questions et qui utilisent en fait les réseaux sociaux comme un véritable service après-vente. Aussi, on constate aujourd'hui que certains réseaux sont devenus de véritables moteurs de recherche, notamment TikTok et Instagram pour la jeune génération, mais pas que. Au lieu de se rendre sur Google comme on le faisait ou comme on le fait peut-être encore, mais la plupart des jeunes aujourd'hui vont sur TikTok pour trouver une information, pour trouver une recette, pour trouver une inspiration. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de social SEO, donc l'importance de pouvoir se référencer aussi sur les réseaux sociaux. Et ça n'aura échappé à personne, l'arrivée de l'IA, et avec là les personnes les plus expérimentées qui arrivent à gagner en productivité et en créativité en l'utilisant bien entendu à bon escient. Mais il faut bien entendu quand même garder en tête comment on utilise l'IA tout en gardant un contenu authentique qui est de plus en plus recherché par les internautes. Donc avant de vous parler des leviers qui sont stratégiques, qui performent le plus sur les réseaux sociaux, chez Tribu, on n'imagine pas une bonne stratégie sans du social listening, donc c'est la traduction de la veille stratégique, et qu'on divise du coup en différentes catégories.
Donc pourquoi faire du social listening, pourquoi faire de la veille? C'est avant tout pour pouvoir écouter son marché et ses cibles et pour savoir détecter des signaux faibles ou alors des opportunités pour sa marque vis-à-vis du marché. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on surveille et pourquoi? Donc parmi les différents types de veille, au niveau du coup des intérêts de la veille, ça peut toucher différents secteurs. Donc ça va être le pôle marketing, le pôle communication forcément, mais aussi tout ce qui est force de vente, service client ou développement produit par exemple. Donc on voit que la veille, ça peut toucher vraiment tous les secteurs d'une entreprise et forcément toutes les stratégies. Et donc pourquoi faire de la veille? Ça peut aider une marque, une entreprise à prendre des stratégies, des décisions pour son futur et pour ensuite savoir gérer correctement son e-réputation et pour savoir aussi éventuellement maîtriser une situation de crise si elle se présente. Et donc sur les 4 types de veille qu'on identifie, il y a d'abord le fait de savoir surveiller son e-réputation. Donc qu'est-ce que les internautes disent de votre marque sur les sites, sur les forums et aussi forcément sur les réseaux sociaux? Est-ce que les retours sur votre marque sont positifs ou négatifs? Quel est le ratio entre les deux? Est-ce qu'il y a plus de retours sur un de vos produits, un de vos services en particulier? Quand vous avez un nouveau lancement, quels sont les retours? Il faut savoir analyser tout ça et aller chercher l'info là où les internautes la donnent. Ensuite, on a aussi la veille marché. Donc là, ça va concerner tout ce qui est les actualités, éventuellement les nouvelles lois, les innovations. Donc pour être acteur sur son marché et savoir identifier ses opportunités en premier par rapport aux concurrents et savoir comment vous allez pouvoir surfer sur la vague. Évidemment, on a aussi la veille concurrentielle. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté immergé de l'iceberg chez vos concurrents? Est-ce qu'eux, ils lancent des nouveaux produits? Est-ce qu'ils lancent des nouveaux services? Et quel est le retour aussi des internautes sur ces lancements? Ce n'est pas parce qu'une marque lance un produit que ça va forcément cartonner. Quel est l'accueil de ses clients par rapport à ça? Et est-ce que vous, par rapport à ça, ça peut vous aider à vous positionner? Et enfin, la 4e veille, qui est un peu différente, c'est la gestion d'une crise. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir identifier une faille, un potentiel début de bad buzz dès qu'il apparaît pour pouvoir gérer la situation avant que ça devienne vraiment un véritable bad buzz. Alors, 2 exemples sur la veille, sur des clients qu'on accompagne. Donc, par exemple, ID Market, qui est du coup le spécialiste de l'aménagement jardin et maison. Donc en fait, grâce à la prestation de veille qu'on fait pour eux, on a identifié un produit sur les sites qui était mal identifié du coup par les consommateurs. Donc c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas le produit dans son utilisation initiale. Ils l'utilisaient pour une autre raison et du coup, on a conseillé aux équipes de référencement de changer les métadescriptions et les contenus des pages qui concernaient ce produit. Et résultat, du coup, il y a une augmentation du trafic sur les pages concernées. Donc on est parti d'un constat sur la veille qui a mené à une augmentation du trafic pour ce client. Et un autre exemple sur la gestion de crise, donc du coup pour la Maison Bleue qui est un service de garde d'enfants, où grâce à la prestation de veille, on a identifié dès le début une vidéo qui a été publiée par une créatrice de contenu sur TikTok qui aurait pu donner une très mauvaise image à la marque. Et donc du coup, les équipes de veille ont directement passé l'info aux équipes web marketing et SEO, qui ont directement stoppé toutes les campagnes et comme ça a empêché le bad buzz d'aller plus loin et ça a évité une nuisance puisque les gens n'entendaient plus du tout parler de la marque le temps que ça se calme sur les réseaux et sur les moteurs de recherche. Et donc, une fois qu'on sait comment, qu'on se connaît, qu'on sait comment notre marque est présente, quelle est son e-réputation et la place aussi des concurrents, on va faire en sorte de créer la préférence de marque et de devenir likable, donc de faire en sorte qu'on nous aime, nous, et qu'on nous préfère plutôt que les concurrents. Pour cela, 4 étapes essentielles pour vraiment pouvoir construire votre capital sympathie. Déjà, ça va être de connaître vos cibles, c'est-à-dire forcément construire des personas pour vraiment connaître leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leurs freins et leurs comportements digitaux qui sont associés. On sait qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à une personne, par exemple, qui a moins le temps, qui consulte les réseaux sociaux de façon très rapide, façon snack content. On va lui pousser des infos directement pour pouvoir captiver son attention et qu'elle retienne ce qu'on a à lui pousser. Et par contre, sur des profils où on aura plus besoin de détailler, d'être plus pédagogue, on pourra pousser un contenu plus développé. Ensuite, vraiment affiner votre proposition de valeur. C'est-à-dire, il faut que maintenant que vous savez comment
et à qui vous voulez communiquer, avec qui vous voulez communiquer, il faut traduire votre positionnement social média, de quelle façon vous allez vouloir prendre la parole sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous êtes une grande entreprise de bricolage, est-ce que vous allez plutôt vouloir être vu comme un catalogue de déco inspirationnel, par exemple, ou plutôt comme une partie prenante dans la transition énergétique et écologique. Et suite à ça, vous allez vraiment pouvoir déterminer vos sujets de prédilection et trouver votre voix. Et donc ce qu'on appelle le tone of voice, savoir quels sont vos territoires d'expression, ceux d'opportunité et ceux sur lesquels vous voulez communiquer, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, et enfin, comment ça va s'illustrer de façon visuelle, donc vraiment définir vos codes pour que les internautes, du premier coup d'œil, puissent vous reconnaître, puissent savoir que quand ils voient un post de cette couleur ou avec ce style-là, eh ben, c'est un post qui a été fait par votre marque et cela avec des éléments subtils qui reprennent les codes de la plateforme. Par exemple, ici, un cas client qui est comme il faut, donc une entreprise spécialisée dans les menuiseries, donc la gestion, l'optimisation de la lumière. Ils nous ont fait part de leurs besoins, de leur envie d'avoir une image plus premium. Et nous, ce qu'on leur a proposé, c'est d'apporter cette vision lumineuse et humanisée pour vraiment pouvoir faire rayonner la marque. Et donc, on a mis, comme vous pouvez le voir à droite, des visuels où on fait ressortir ceci, déjà avec des termes qui ont trait au champ lexical de la lumière, un éclat de lumière solaire, éclairer votre intérieur, les conseils lumineux d'Emma, et voilà, tout ce champ lexical, et aussi des images très solaires, chaleureuses, où on a des jeux d'ombre, et je vais vous montrer aussi plus en détail ici. Grâce à l'IA, on a pu faire ces créations-là. Donc, c'était des photos de leur banque d'images. Et en fait, avec juste une petite touche d'un jeu de lumière ou d'ombre, on voit déjà que ça donne vie à nos visuels. Et ça humanise aussi, ça concrétise beaucoup plus les visuels. Autre cas client, c'est pour Delirium, que vous connaissez sûrement, donc la bière belge préférée des Français. Ici, l'objectif, c'est de développer la notoriété de la marque sur les réseaux. On a créé le compte Instagram français. Et pour pouvoir vraiment embarquer la communauté, faire en sorte d'avoir des abonnés et que ces abonnés restent sur le compte, on mise sur l'humour, sur l'image aussi de la marque qui se veut un peu décalée. Vous reconnaissez ici l'éléphant rose qui la caractérise. Et l'objectif, donc, de pouvoir gagner progressivement les verts et le cœur des Français. Mais là, vous avez pu voir, je vous ai d'abord parlé des thématiques, de la ligne éditoriale, et aussi, on a abordé un peu les visuels. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est aujourd'hui, la créa, quelle est son importance? Est-ce qu'il vaut mieux s'imposer ou en imposer? Aujourd'hui, on se rend compte que les visuels trop chargés, ça ne fonctionne plus. Et pareil pour les posts. Plus on en fait, c'est pas à force d'en faire que vous allez avoir plus d'abonnés ou plus de likes, bien au contraire. Et je reviens sur cette idée, mais vraiment la subtilité aujourd'hui est le maître mot sur les réseaux sociaux. Et aussi, pour pouvoir aller plus loin et proposer un contenu tendance et innovant, il y a le FOO, le Fake Out of Home. Je pense que vous avez sûrement pu voir le Big Ben avec une doudoune The North Face. Est-ce que ça vous parle? Oui. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais ce n'était pas la réalité. Ça a été fait par réalité augmentée. Et c'est le format qui est viral ces derniers mois. On a pu remarquer aussi une marque de sacs qui a fait circuler des sacs dans Paris, des sacs de luxe dans Paris. Voilà. Et en fait, ce format-là permet de donner vie à ces produits, permet aussi d'apporter un contenu très dynamique, très tendance et qui interpelle, et sans avoir besoin de personnes sur place en train de filmer. Non, c'est juste de la réalité augmentée. Et aussi, grâce à l'IA, ce qui va être important et l'enjeu, ça va être de prompter promptement.
parce qu'avec les différents, que ce soit avec Canva, par exemple, aujourd'hui sur Canva ou sur Midjourney, vous avez la possibilité de faire des visuels avec un prompt et des visuels qui vont vous permettre de pallier soit le manque de ressources ou même d'inspi ou des contraintes matérielles. Et enfin, comme je vous le disais, on insiste sur la subtilité, mais donc il faut simplifier votre charte graphique, mais il faut quand même garder en tête quelle touche va pouvoir vraiment rendre votre marque identifiable. Comme je vous le disais au début, le fait de pouvoir, que d'un coup d'œil, on sache que c'est vous qui avez pris la parole sur ce réseau. Ici, quelques exemples de créations faites avec l'IA, là aussi pour une autre marque de bière. On n'a pas que ça, mais donc là, c'est Paulaner, une bière bavaroise. Et l'objectif, c'est de la faire connaître de plus en plus aux Français. Et ici, ce sont des visuels qu'on a créés avec l'IA. Et pour vous montrer le moodboard avant la collaboration. Et ensuite, et vous retrouvez par exemple ici un des visuels créés par l'IA. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'avec sur des marques comme des marques de bière, il faut faire attention avec la loi E20. Et donc, on ne peut pas montrer les bières, la consommation d'alcool directement. Donc, il faut être beaucoup plus subtil et pouvoir plus le laisser supposer. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire un moodboard plus représentatif de la marque, et en fait avec des couleurs où on retrouve un peu ce bleu du logo et ces couleurs assez chaudes, plutôt jaunes, sur les différents visuels. Donc, pour conclure sur ce point-là, l'important, vous l'aurez compris, c'est de vous démarquer. Mais du coup, ce n'est pas d'enlever tous vos facteurs d'identité, bien loin de là, mais c'est vraiment de rester subtil et d'avoir une harmonie entre votre contenu et surtout son lieu de diffusion. Vous ne publierez pas de la même façon, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou encore sur TikTok. Et justement, on y vient. Donc, comment exister et fidéliser sur les réseaux sociaux? Déjà, vous allez être présent pour différents objectifs. Donc, en fonction des objectifs, vous n'allez pas avoir la même façon de communiquer, les mêmes types de contenus à mettre en avant. Ici, rapidement, les 3 objectifs principaux d'une présence social media, ça va être soit pour renforcer votre notoriété, recruter des followers, faire en sorte aussi qu'ils restent, ça c'est le plus important. Et pour cela, il va être essentiel de diversifier vos contenus, vos formats pour ne pas lasser l'audience et aussi pour envoyer de bons signaux à l'algorithme. Et par contre, attention, on le voit souvent avec des clients qui paniquent quand ils voient que la taille de la communauté n'augmente pas. Ça ne fait pas tout. Il vaut mieux une communauté qui interagit qu'une communauté qui croit et qui ne voit pas vos contenus. Et justement, qui interagit, donc l'objectif d'engagement. Ici, on retrouve les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements et les visionnages complets de vidéos. Et tout cela, toutes ces interactions vont envoyer des signaux positifs à l'algorithme et vos contenus vont être plus vus par la communauté et donc du coup plus de chances qu'ils interagissent avec vous. Et enfin la conversion, soit des clics sur le lien que vous avez mis, soit l'installation par exemple de votre application qui sont des indicateurs de conversion. Et je vous parlais de la production de contenus différents, pas seulement des vidéos ou des images de vos produits. Comment vous pouvez produire un contenu différemment? Il y a l'UGC, donc là c'est du contenu produit par vos utilisateurs. Donc là, c'est bien parce que vos utilisateurs ont déjà une certaine légitimité. Quand ils s'adressent à leur communauté, la communauté, comme elle les suit déjà, elle va se dire s'il me parle de ce produit, c'est qu'il en est convaincu, donc ça m'intéresse. C'est plus facile de les convaincre de cette façon que quand c'est la marque directement qui parle. Et surtout, ça produit un contenu très authentique. Aussi, l'employé advocacy. Là, cette fois, c'est de faire de vos collaborateurs qui portent la parole de l'entreprise et vos valeurs sur les réseaux sociaux.
Et enfin, il faut vraiment oser. Et aussi bien, par exemple, viser des créateurs de contenu qui ne soient pas directement de votre secteur d'activité, parce qu'en misant sur une variété de profils, vous avez du coup plus de chances de viser, de toucher les différentes personnalités qui composent vos cibles. Et donc, quand on parle de créateurs de contenu, on parle forcément aujourd'hui de marketing d'influence. Donc, c'est un levier qui n'est plus secondaire aujourd'hui et qui est primordial pour mettre en place une stratégie social media qui performe. Donc, quelques chiffres pour le montrer. Au niveau des créateurs, aujourd'hui, 94% des créateurs de contenu B2C utilisent Instagram. Donc, c'est vraiment le réseau phare sur le marketing d'influence. Côté internaute, 59% avouent avoir découvert des produits ou services grâce aux créateurs de contenu. Et 41% en profitent pour choisir et comparer des produits ou services avant de les acheter. Et côté marque, 85% estiment que c'est un levier efficace pour atteindre leurs objectifs. Et donc justement, en parlant d'objectifs sur le marketing d'influence, une campagne peut servir à différents objectifs, donc notamment la notoriété et la visibilité pour faire connaître sa marque à une nouvelle communauté et d'autres audiences. Renforcer la confiance également, puisque les internautes qui suivent des influenceurs ont vraiment cette notion de confiance envers les créateurs qu'ils suivent. Et puis forcément, donner vie à du contenu beaucoup plus authentique et créatif. C'est ce que les internautes recherchent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle ils suivent des influenceurs. Donc là, c'est vraiment l'intérêt pour la marque de se rapprocher de créateurs de contenu pour avoir ce côté beaucoup plus humain et authentique. Donc le marketing d'influence, on le sait aujourd'hui, est au carrefour de différentes stratégies, mais pour qu'il performe, il doit être mis en place dans les règles de l'art. Et donc chez Tribion, on identifie encore quelques freins sur le marketing d'influence, des idées reçues un petit peu de la part des marques. Et la priorité, c'est de battre ces idées reçues pour vraiment mettre en place des campagnes qui performent. Donc premièrement, il y a le fait que les créateurs de contenu sont encore mal identifiés comme véritables professionnels. Et donc pour cette raison, aujourd'hui, en fait, une dotation de produits ou un bon cadeau, ça ne suffit plus à les convaincre. C'est vraiment des professionnels comme vous et nous. Et c'est notamment un sujet qui est porté par la loi Influence qui est sortie l'année dernière, donc qui reconnaît encore plus le statut de créateur de contenu en tant que professionnel. On se bat aussi contre le fait que les marques regardent avant tout les communautés, donc que ce soit du coup leur communauté à elles, mais celle des créateurs de contenu, alors que ce n'est pas la taille de la communauté d'un influenceur qui fait que la campagne va être performante. Au contraire, il faut plutôt regarder tout ce qui est ligne éditoriale et valeurs de l'influenceur pour être sûr que ces valeurs s'alignent bien avec celles de la marque et que le contenu soit beaucoup plus naturel. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir toucher une communauté qui s'intéresse au même centre d'intérêt que votre marque. Un influenceur n'est pas non plus un panneau publicitaire. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de créateur de contenu. Donc on évite maintenant de faire des briefs beaucoup trop exigeants. On guide l'influenceur vers le message qu'on veut lui faire passer, mais il faut que ça reste un contenu authentique. C'est ça qui va plaire sur les réseaux. Et donc on le laisse faire son propre contenu, on le guide juste vers le message à faire passer. Donc c'est ça qui fera l'authenticité. Et enfin, aujourd'hui, on oublie que les produits, que les influenceurs peuvent aussi toucher des secteurs d'activité un peu plus différents qu'avant, notamment sur le secteur B2B, donc tout ce qui va être par exemple technologie, logistique ou finance. Il y a notamment de plus en plus de créateurs de contenu sur LinkedIn qui performent beaucoup. Donc quelques exemples qu'on a pu réaliser en termes de campagne d'influence avec la marque Kiabi, donc, pour laquelle l'objectif c'était d'améliorer l'image de la marque et de générer plus de trafic sur le site uniquement sur le secteur parisien. Et donc pour ça, on a mis en place les 12 défis Kiabi, donc c'était des challenges un petit peu innovants avec différents influenceurs. Et donc résultat, avec ces 12 défis, ça a permis de toucher 1 660 000 personnes seulement du coup sur le secteur parisien. Et des retours très positifs des communautés, donc que ce soit sur la marque, également sur les tenues donc, qui représentaient les nouvelles collections. Donc là, ça permet d'avoir à la marque un retour direct sur ce qu'ils viennent de lancer. Et aussi sur le partenariat. Donc là, les influenceurs sont contents aussi de savoir que le partenariat plaît à leur communauté. Et ça peut être le signe, l'occasion de refaire plus de collaborations, un peu plus fil rouge dans le futur.
Et une autre campagne qui a très bien performé avec Mondial Relais, donc le service de livraison. Là, c'est vraiment du one-shot. Il fallait frapper très vite et très fort puisque la communauté de Instagram était de 3000 abonnés. Donc, on a tout simplement organisé un concours avec une seule influenceuse avant Noël. Et en un seul post, au bout d'une semaine, la communauté est passée de 3000 abonnés à 23 000 abonnés. Donc, plus 20 000 abonnés en 7 jours. Et aujourd'hui, ils sont à quasi 60 000 abonnés 6 mois plus tard. Et donc, ça représentait, avec un seul post, plus de 500 000 comptes touchés. Donc là, l'objectif était carrément atteint puisque la communauté a gagné d'un coup 20 000 abonnés. La rémunération de l'influenceur, c'était à peu près 8 000 €. Ouais, mais c'était une grosse communauté. Et donc, une fois qu'on a identifié tous ces leviers pour atteindre ces objectifs, aujourd'hui, on n'identifie plus mettre en place ces actions sans une stratégie de ads, puisque, on le sait, l'organique aujourd'hui, à cause de la concurrence, ne permet pas d'atteindre sa cible naturellement. Donc, tous ces leviers-là doivent être soutenus par une stratégie ads pour plusieurs raisons. Premièrement, augmenter sa visibilité, puisque les ads, donc, que ce soit sur Meta, mais sur LinkedIn ou sur TikTok, ça permet de toucher une audience beaucoup plus large que vous ne pourriez pas toucher en organique. Donc, ce n'est pas imaginable de rester sur de l'organique à ce jour. Ça permet aussi de toucher une cible plus précise qui correspond à ses prospects, puisque vous allez pouvoir choisir le genre, l'âge, la localisation et les centres d'intérêt des personnes que vous pouvez toucher. Donc ça vous permet de dépenser votre argent en ads seulement sur les personnes qui peuvent vraiment être intéressées par votre marque. Et enfin, les ads, ça vous permet de répondre à différents objectifs en fonction des leviers que vous mettez en place. Donc que ce soit du trafic, de la visibilité, de la génération de leads, de l'engagement ou alors un objectif d'augmenter sa communauté. Tous ces leviers peuvent être mis en place grâce aux ads de façon différente. Et grâce aux outils et suivi d'analyse qui sont permis par les réseaux sociaux, ça nous permet d'ajuster au fur et à mesure les stratégies. Quelques exemples aussi côté ads avec Okaidi, donc la marque mode pour les enfants, où là l'idée c'était de retranscrire tous les contenus de l'identité de la marque qui sont soumis à la communauté, donc y compris côté ads. Donc là il a fallu faire le lien entre le service branding et le service ads pour diffuser des publicités cohérentes avec les publications qui étaient organiques. Donc comme ça il y a moins de différence entre ce qu'on peut voir sur la page de la marque et ce qu'on peut voir ailleurs sur les placements publicitaires. Et côté résultat, on a eu un très bon taux d'engagement de 7,5% sur les ads et un retour sur l'investissement publicitaire qui a été doublé par l'objectif initial de la marque. Côté mode toujours, avec Bizby, là où on a choisi le pari de l'UGC payant. Donc on a fait appel à des créateurs de contenu, donc qui ne sont pas des influenceurs, mais vraiment des personnes à l'aise face caméra pour produire des vidéos ou des photos. Et donc c'est ce contenu-là qui a été diffusé en termes de ads. Et du coup, ça a permis à Bizby de se démarquer des concurrents à ce moment-là. Et côté résultat, il y a eu un taux de clic supérieur à 5% et le retour sur investissement publicitaire a augmenté de 1,8 par rapport à la période précédente. Donc, avec tout ça, on se demande toujours le social media, terrain de jeu ou d'enjeu, ou les deux. Je vous le donne en mille. C'est un terrain de jeu, oui, comme vous avez pu le voir, mais surtout d'enjeu, où vous avez toute votre place à prendre. Par contre, attention au hors-jeu. Il est important de savoir garder votre identité et pour cela, de miser sur la veille pour vous connaître, le branding pour vous affirmer, le social media pour vous montrer et le social ads pour vraiment déployer votre visibilité. Et bien sûr, être différent, réussir à émerger sur les réseaux sociaux parmi la concurrence. Et pour cela, produire du contenu authentique et tendance. Et pour aller plus loin, justement, pour produire du contenu tendance, il est essentiel de rester en veille, de savoir ce qu'il se fait sur les réseaux sociaux, de rebondir sur les trends et aussi de savoir ce qui plaît aux internautes parce que ce sont eux qui font les réseaux sociaux. Et sans oublier les opportunités qui sont offertes par l'IA aujourd'hui. Donc vraiment en termes de créativité, même de stratégie ou d'analyse
en posant, en promptant correctement, vous avez la possibilité d'avoir accès à toute cette richesse-là. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez des expériences en B2B et quelles sont les conclusions que vous en faites aujourd'hui, vous, avec cette expérience ? Ouais, moi je pense à quelques marques qu'on accompagne en B2B, alors sur le secteur de la restauration, où on va toucher des coûts des restaurateurs, boulangers, pâtissiers par exemple, où du coup, alors le chantier est beaucoup plus compliqué puisque c'est une cible bien différente, mais on arrive quand même à avoir, grâce aux ads notamment, des résultats. En termes de ciblage, on va pouvoir cibler juste les professionnels qui nous intéressent. On met de côté les amateurs de restauration, de pâtisserie, et ça nous permet de toucher vraiment des professionnels. Et il y a une connexion qui s'instaure avec les pros, notamment sur Instagram, où avec tout ce qui est UGC, il y a une relation de confiance qui s'installe, et quitte à toucher des prospects qui n'étaient pas clients du coup avant. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples en B2B. On a d'autres exemples aussi, par exemple dans l'industrie. Où on a, que ce soit par exemple dans des pompes électriques, vraiment des produits très spécifiques de niche, où là aussi on va être présent surtout sur LinkedIn, mais aussi pour certains clients, je pense notamment dans la plomberie, on avait un client dans la plomberie où là, sur Instagram, on s'est rendu compte que les plombiers étaient très présents et pareil, ils produisaient eux-mêmes leur contenu. Et c'était une richesse pour nous pour pouvoir montrer aux clients aussi comment ils utilisaient les produits, avoir leur avis directement, leur retour d'expérience. Et en fait, directement par message privé sur Instagram, ils venaient nous parler pour demander j'ai ce besoin-là, quel est le produit que vous me conseillez. Donc oui, on a plusieurs exemples en B2B. Surtout sur LinkedIn, mais on voit quand même des beaux résultats en termes de conversion et de notoriété. Bonjour, j'ai une petite question sur la génération d'images par IA. Vous l'avez rapidement évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels outils privilégiés vous utilisez et aussi la réception du point de vue des consommateurs. Est-ce qu'ils sont clairement informés que c'est une image générée, modifiée par IA et est-ce que ça leur va ou est-ce que ça les embête ? Alors pour les outils, nous on utilise avant tout Midjourney. Qui fonctionne très bien et il y a beaucoup d'évolution de l'algorithme qui performe. Et côté résultat, alors à l'heure actuelle, ce n'est pas obligatoire d'identifier les images qui sont générées par IA. Le jour où ça le sera, on le fera, mais pour l'instant, on ne conseille pas forcément de le faire. Il y a des marques qui le font, mais ce n'est pas obligatoire. Et on a quelques cas où on voit, moi je pense notamment à une marque en B2B sur LinkedIn, où on a clairement identifié que les visuels qui étaient générés par IA avaient plus de visibilité. Donc en fait, ça apporte ce côté humain que certaines marques ont du mal à avoir parce qu'ils n'ont pas de contenu propre et du coup, c'est que de la banque d'images. Et en fait, le fait de passer par l'IA pour apporter ce côté plus humain, ça attire l'œil et la visibilité est accrue là-dessus. Et après, j'ajouterais aussi, on parle de Midjourney surtout pour générer des images de zéro, mais comme je le disais, même sur Canva, aujourd'hui, avec différents outils qui sont présents dans Canva, il y a la possibilité de faire des ajustements aussi très, très intéressants qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, ou alors avec un niveau très élevé de Photoshop. Comment est-ce que vous identifiez et vous gérez les contenus par les créateurs UGC ? Alors, on utilise des plateformes qui existent maintenant, notamment Yuji, qui est gratuite. L'accès à la plateforme est gratuit pour l'instant. Et donc, tout simplement, ça nous permet de rechercher des créateurs par âge, quelle langue ils parlent et quels sont les centres d'intérêt qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leurs vidéos. Et ensuite, sur leur page, on peut voir les différentes marques pour qui ils ont travaillé, leurs tarifs et des exemples de toutes les dernières vidéos. Ok, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question également sur les outils. Vous avez pas mal parlé de veille et je voulais savoir si vous aviez des outils aussi privilégiés pour faire votre veille. Alors,
Alors, on a un outil en interne chez MV Group qui, du coup, le restera a priori. Après, je pense à Talkwalker, côté veille. Et j'en ai pas d'autres en tête. Ouais. Question par rapport aux UGC et influenceurs. Est-ce que les influenceurs vont aussi se positionner sur le profil UGC? Enfin, comment faire vraiment le distinguo entre ces deux approches? Et bah déjà, côté tarif, sur les créateurs de contenu UGC, on peut facilement s'en sortir avec une vidéo à 200 €, alors qu'un influenceur, pour avoir un minimum de communauté, ça va être à partir au moins de 1 000 € pour une vidéo. Et après, les intérêts ne sont pas les mêmes, puisque sur l'influence, on va vraiment aller chercher de la communauté de l'influenceur, alors que les créateurs de contenu, alors certains sont influenceurs, mais la plupart, c'est juste des gens qui sont à l'aise face à la vidéo et qui se sont lancés là-dedans. Et du coup, eux, leur contenu ne va pas être diffusé sur leur réseau. C'est que la marque qui les utilise, comme bon lui semble. Mais là, on ne va pas profiter de l'intérêt d'une personne, enfin de la notoriété plutôt d'une autre personne. Plus de questions. Merci beaucoup.